Bienvenue dans ce webinaire. L'objectif du webinaire, c'est de vous offrir les clés pour réussir sa déclaration fiscale. Vous avez le plaisir d'avoir Goodvest et Culture Patrimoine pour vous présenter ce webinaire. Les intervenants, vous allez avoir Félix qui va se présenter juste après et moi-même, consultante chez Culture Patrimoine depuis maintenant 10 ans chez Culture Patrimoine. Donc, j'accompagne les clients au quotidien sur sur tous leurs sujets patrimoniaux. Félix, je te laisse te présenter. Merci Camille pour l'accueil, c'est gentil. Et donc moi, Félix Rivière, directeur conseil et responsable des activités commerciales chez Goodvest depuis 2 ans et demi. Alors Goodvest est une jeune société qui a 3 ans, un peu plus de 3 ans d'existence, mais on a vraiment beaucoup de plaisir de discuter ensemble, Camille, aujourd'hui. Super. Et bien maintenant, on va passer au très rapidement. On va vous présenter en quelques mots Goodvest et Culture Patrimoine pour que vous ayez un petit peu en tête qui nous sommes. Félix, je te laisse Oui, la main. merci, c'est gentil, Camille. Alors effectivement, Goodvest, nous, on est un gérant d'épargne en ligne. C'est-à-dire que notre métier, c'est de construire des solutions d'épargne totalement dématérialisées, avec un niveau d'engagement maximum. C'est ça notre patte, notre valeur ajoutée. Construire effectivement des solutions qui soient totalement responsables et alignées avec les valeurs de nos clients. Alors, en un peu plus de 3 ans, effectivement, on gère plus de 150 millions d'encours sous gestion. Ça représente une croissance qui est multipliée par 3 tous les ans depuis notre création. Donc, on a des objectifs ou en tout cas des attentes assez fortes. On espère atteindre le milliard d'encours sous gestion d'ici moins de 2 ans. On accompagne aujourd'hui un peu plus de 10 000 clients et ça représente, vous le voyez déjà, 50 000 tonnes de CO2 économisées, avec également une empreinte biodiversité qui est largement limitée par rapport aux solutions d'épargne existantes. Hop, j'essaie de- Voilà. Voilà, comme je le disais, effectivement, l'idée de Goodvest et la grande valeur ajoutée, c'est sa méthodologie d'investissement qui permet un niveau de transparence maximal. Cette méthodologie, elle est scientifique. C'est vraiment ce qui nous différencie probablement de beaucoup d'acteurs aujourd'hui sur les marchés, sur le marché en tout cas de l'épargne français. Et l'idée, c'est bien sûr d'être totalement aligné avec les grands accords internationaux pour lesquels on a tous signé depuis quelques années déjà, et notamment l'accord de Paris sur le climat, qui prévoit, pour rappel, hein, effectivement, une trajectoire de réchauffement maximal à 2 degrés. Donc l'idée, c'est d'aligner les portefeuilles d'investissement de nos clients en assurance vie, en PER, etc., etc., avec cette trajectoire-là, sans concession, et surtout les scopes d'émissions, on en reparlera juste après. Plusieurs enveloppes aujourd'hui proposées de notre côté, le contrat d'assurance vie bien entendu, qu'on a décliné aussi pour les mineurs, pour les enfants de moins de 18 ans, le plan d'épargne retraite également, et puis depuis quelques mois, un livret d'épargne. Il y aura d'autres enveloppes qui arriveront dans le temps. On est en train effectivement aussi de lancer des enveloppes de trésorerie comme le compte à terme qui arriveront d'ici la fin de l'année, et puis d'autres enveloppes d'investissement, PEA, compte titre ordinaire, probablement pour 2026. L'idée, c'est de pouvoir aussi permettre à nos clients de personnaliser leurs enveloppes d'investissement avec une gestion pilotée et des thèmes d'investissement différents qui permet effectivement d'avoir ce niveau aussi de choix qui n'est pas toujours possible dans les gestions pilotées. Et puis, au-delà de cette gestion pilotée personnalisable, de proposer des solutions de diversification avec des actifs souvent réels comme des produits d'infrastructure, hein, donc des obligations non cotées ou des actions cotées à travers le private equity ou même des fonds immobiliers, etc., etc. On peut peut-être avancer sur la méthodologie dont je vous parlais juste avant, qui est vraiment le cœur du réacteur chez Goodvest. L'idée pour nous, c'est d'abord et avant tout de commencer notre stratégie d'allocation sur la base de critères extra-financiers, ce qui est souvent un petit peu différent puisque la plupart des acteurs de la gestion d'épargne commencent en s'intéressant aux critères financiers et puis après, à la fin, un peu comme une cerise sur le gâteau, on vient ajouter un label ou quelque chose de ce genre. Nous, c'est pas trop notre façon de faire. On commence par l'extra-financier, on exclut des secteurs hein, de manière très forte, tout ce qui concerne la production et l'extraction d'énergie fossile ou ce genre de secteur
sont totalement exclus. On s'attache à analyser des critères scientifiques comme l'ensemble des scopes d'émissions carbone, hein, scopes à la fois directs et indirects des entreprises dans lesquelles on est engagé pour avoir une empreinte carbone alignée à Accord de Paris. Idem avec la biodiversité. Tout ça, ce sont des données qui sont fournies par des partenaires comme Carbone 4 Finance, comme la CDC Biodiversité ou des bases de données d'ONG. On vérifie également l'engagement actionnarial des sociétés de gestion de portefeuille avec lesquelles on travaille. Typiquement, on travaille de moins en moins, voire pas du tout, avec des sociétés de gestion de portefeuille américaines qui quittent massivement la Net Zero Banking Initiative, ce qui n'est pas un bon signal évidemment pour le climat et la planète de manière générale. Et donc voilà. Et après viennent seulement les analyses financières. Vous voyez qu'en début de funnel, on analyse à peu près nous 8000 fonds d'investissement et on n'en retient qu'une quarantaine ou une cinquantaine qui sont totalement alignés avec notre méthodologie. Ils vont retirer la lecture de la Bible et la prière des écoles. Parce que Si les vous chrétiens. pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. Merci Félix. Culture patrimoine en 4 questions. Notre métier, qu'est-ce que c'est? C'est d'offrir des services patrimoniaux de conseil et de mise en œuvre et d'accompagnement. Donc justement, nous, Culture patrimoine, on élabore une stratégie patrimoniale et après, on va aller travailler avec des personnes comme Félix, comme Goodvest, qui sont par exemple où on a des clients qui veulent vraiment avoir un impact dans leurs investissements. Notre objectif, c'est de devenir l'interlocuteur de référence. Donc souvent, on est l'interlocuteur sur plusieurs générations, sur plein de sujets. Donc parfois des sujets de succession, de donation, des sujets fiscaux, mais aussi des sujets immobiliers et financiers. L'objectif, c'est que vous puissiez vous appuyer sur nous et qu'on vous apporte de la sérénité patrimoniale. On est aussi pour, donc nous existons pour des particuliers, mais nous existons aussi pour des entreprises et de plus en plus sur toutes les questions patrimoniales. On a souvent la question sur est-ce qu'il y a un seuil de revenu ou un seuil de patrimoine? La réponse est non, puisqu'aujourd'hui, Culture Patrimoine s'inscrit plutôt dans une dynamique de, à partir du moment où on vous apporte de la sérénité patrimoniale, vous pouvez être client chez nous. Comment? Bah, on a une espèce de triptyque, donc technicité, on est expert sur plusieurs domaines, on donne des formations dans plusieurs organismes de formation. On a une expérience depuis plus de 20 ans et on a une fiabilité, puisqu'aujourd'hui on a plus de 90% de reconduction, enfin de taux de satisfaction client. Qui m'amène au deuxième slide en quelques chiffres clés. Taux de satisfaction de 95%, donc parfois c'est 90, parfois c'est 97 en fonction des années. On a plus de 400 recommandations chaque année de clients. Donc, par exemple, vous êtes satisfait, bah, vous allez nous le recommander à votre entourage, donc à vos collègues, amis, familles. Et aujourd'hui, on accompagne 600 familles, donc 600 familles qu'on accompagne dans leur stratégie patrimoniale et dans leurs investissements, par exemple chez Goodvest. On est devenu société à mission depuis 2023, donc c'est la raison pour laquelle aussi qu'on a aujourd'hui choisi, de faire ce webinaire avec Goodvest, qui a un réel impact sur les investissements qu'il propose. Et aujourd'hui, notre expertise est, si je puis dire, assise sur justement le fait que nous soyons intervenants à l'INSEAD à Paris, formateurs chez Francis Lefebvre, mais aussi chez Dalloz ou encore Paris Dauphine. Euh, Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Maintenant que nous nous sommes présentés, 4 points. Donc, ce que vous devez absolument savoir sur la déclaration fiscale, comment maximiser pardon, vos avantages, donc les clés pour avoir une organisation sympa lorsque vous faites votre déclat. Troisième point, les erreurs courantes qui peuvent coûter malheureusement assez cher. Et après, nous ferons aussi un zoom sur des dispositifs méconnus qui peuvent booster votre fiscalité. Tout d'abord, on va passer sur ce que vous devez absolument savoir. Donc là, on va rester très très basique, mais les dates clés, on a toujours la même question. C'est quoi les dates clés pour faire ma déclaration fiscale, donc en fonction de votre département, vous avez des dates qui sont à respecter. Comment, souvent la première année, on a souvent les enfants, ou alors quand vous revenez en France, vous n'avez plus de numéro fiscal, ou votre numéro fiscal est devenu, si je puis dire, caduc. Ça, il vous suffit de faire un simple courrier à votre SIP, donc c'est-à-dire à votre service des impôts. C'est basique, mais c'est quand même important de savoir qu'une simple lettre peut vous donner votre numéro fiscal.
de quoi vous allez avoir besoin pour faire votre déclaration d'impôt. Donc là, on a regroupé en trois avec Goodvest. Vous avez les salaires. Donc pour les salaires, vous avez besoin de juste votre bulletin de salaire. Et pour les non-salariés, vous avez besoin d'une attestation qui est délivrée par l'expert comptable sur tous les revenus immobiliers. Donc là, ça va dépendre de si vous êtes en revenu meublé ou en revenu non meublé. Si vous êtes en revenu meublé, vous allez devoir avoir un bilan d'expert comptable ou alors d'un bilan de plateforme, par exemple monmeublé.com. Si vous n'êtes pas en meublé, il va falloir réaliser le CERFA 2044 en faisant le point sur la totalité de vos loyers et la totalité de vos charges. Sur les produits financiers, toujours pareil, on va retrouver nos attestations de la banque, donc nos fameux IFU. Et si vous avez des dividendes, pareil, une attestation de la banque ou du comptable si demain c'est un versement de votre société. Si vous quittez la France ou si vous revenez en France, attention, le CERFA 2042 et 11942 sera à remplir. Donc, on est passé assez vite sur le point numéro un puisque c'était très basique. Maintenant, on va passer au numéro 2 qui est comment maximiser vos avantages et les clés du coup d'une déclaration optimisée. Donc, on vous a regroupé en trois. Vous avez les réductions d'impôts, crédit d'impôt et déduction d'impôt, notamment avec le PER. Réduction d'impôt, qu'est-ce que c'est? La réduction d'impôt, bah, son nom l'appelle bien, ça va permettre de réduire votre impôt. Ici, attention, est-ce qu'on va pouvoir être remboursé du montant d'impôt qui va être réduit par cette réduction? La réponse est oui. Du coup, les frais de scolarité, dont et emploi salarié à domicile, va vous pouvoir être remboursés. Donc là, je passe assez rapidement, mais vous avez fait un petit listing avec, euh, avec Félix. Donc, vous avez tout ce qui est dons d'association, frais de scolarité des enfants, emploi salarié à domicile ou encore investissement Girardin. Ensuite, vous avez tout ce qu'on appelle le crédit d'impôt. Donc, le crédit d'impôt, ça va être tout ce qui est frais de garde d'enfants de moins de 6 ans, emploi de salarié à domicile et tout ce qui est diagnostic et travaux, dépenses en faveur ou encore tout ce qui est bande de recharge véhicules électriques. Attention, dans ces crédits et réductions d'impôts, il y a toujours ce plafond de niche fiscale dont on entend toujours parler. Donc, il faut bien faire très attention puisque si vous le dépassez, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir effacer l'impôt correctement. C'est-à-dire que vous allez tout simplement être plafonné. Donc, les avantages fiscaux, il y en a qui concernent les 10 000 euros d'impôt, donc crédit d'impôt, frais de garde des jeunes enfants, l'emploi d'un salarié à domicile, la réduction d'impôt Pinel pour la première année, investissement forestier, mais aussi réduction d'impôt loc avantage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre plafond de 10 000 euros que vous avez ne va pas pouvoir excéder 10 000 euros. C'est-à-dire que demain, si vous utilisez tout ce listing-là que je viens de vous citer, si ça dépasse 10 000 euros d'impôt, vous allez être, si je puis dire, raboté à 10 000 euros. C'est la même chose pour les avantages fiscaux qu'on trouve sur la droite du slide. Et là, par contre, on est à 18 000 euros d'impôt. Donc 18 000 euros, pardon, de plafond. Donc ça concerne les investissements outre-mer donc que vous pouvez voir sur le marché qui s'appelle Investissement Girardin, mais aussi Sofica. La beauté de ce système-là, c'est que le PER n'est pas concerné par ces niches fiscales. Les PER, donc qu'est-ce que c'est? Le PER, c'est un plan d'épargne retraite. Pour faire très simple, ça va permettre, dans un premier temps, de réduire votre facture fiscale. Donc, le moindre euro versé va vous permettre d'économiser votre TMI. Donc, par exemple, je verse 1 euro, je vais économiser 41% de cet euro versé. Demain, du coup, ce que vous allez verser, deuxième point, va vous permettre d'assurer un revenu complémentaire à la retraite. Donc, c'est un outil de capitalisation pour la retraite. Là où aujourd'hui en France, donc malheureusement, les caisses de retraite sont vraiment dans le rouge et on est plutôt sur un effet on est plutôt sur une retraite par distribution. Le PER, lui, est un mécanisme qui permet une retraite par capitalisation. Deux choses où il faut faire attention et dont Félix va vous expliquer juste par la suite. Il faut faire attention au plafond PER et notamment il faut faire attention à la sortie du PER parce que vous repassez
à la caisse. Donc, vous repassez par la case fiscalité. Donc, il faut être bien accompagné pour faire un PER là-dessus. Je vais laisser Félix faire un zoom sur le PER Goodvest qui est très intéressant. Merci Camille pour le rappel sur le triptyque des outils qui génèrent des économies d'impôts. Et donc effectivement, on le rappelle, le PER est spécifique parce que c'est un outil de déduction d'impôts et pas de réduction ou de crédit. Et donc effectivement, comme le disait Camille, pas éligible au plafond des niches fiscales. Voilà, c'est un outil incontournable pour la constitution d'un patrimoine à long terme, la préparation de sa retraite, bien sûr, et puis à court terme, la déduction d'impôts. Le PER Goodvest, qu'est-ce que c'est? C'est un PER d'abord responsable, évidemment. C'est le seul PER aujourd'hui individuel qui existe en France qui soit 100% aligné avec vos valeurs et compatible avec l'accord de Paris sur le climat, grâce à notre méthodologie scientifique. C'est un PER qui se veut d'abord et avant tout accessible. Camille le disait tout à l'heure, culture, patrimoine et société à mission. Goodvest aussi, depuis sa création, est effectivement société à mission. Et parmi nos missions, et parmi les objectifs statutaires d'entreprise à mission qu'on a, c'est effectivement rendre accessible, démocratiser des outils de gestion privée ou de gestion de fortune. Et donc voilà, un PER hyper accessible au plus grand nombre, totalement transparent, bien entendu, à la fois dans sa méthodologie extra-financière, hein, et puis également sur les frais de gestion. C'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais dans les dispositifs d'épargne, le nerf de la guerre à long terme, c'est quand même la tarification. C'est ce qui vient le plus impacter la performance d'un placement et ou d'un investissement. Donc, effectivement, c'est hyper important d'avoir de la visibilité sur cela. Et c'est bien sûr un PER qui se veut aussi quand même sécurisé dans le sens où on travaille avec un partenaire assureur, un partenaire assureur dépositaire qui s'appelle Generali, qui est effectivement un des principaux assureurs européens, le troisième, je crois, derrière AXA et Allianz, donc vraiment un mastodonte du monde de l'assurance en Europe, et puis le premier assureur au monde à avoir adopté une politique qui couvre l'ensemble de la chaîne de valeur dans le cadre de la lutte contre l'expansion pétro-gazière. Donc c'est un assureur par ailleurs extrêmement engagé, et c'est pas nous qui le disons, hein, c'est Reclaim Finance, une ONG donc indépendante qui, dans ses études annuelles, l'a indiqué. Un PER, ça implique bien entendu chez Goodvest une gestion pilotée. C'est vraiment notre savoir-faire et notre valeur ajoutée avec cette gestion pilotée responsable. Mais c'est aussi, du coup, dans un PER, l'idée d'avoir une gestion pilotée qui permette une désensibilisation progressive du niveau de risque de l'allocation. Et ça, c'est une des caractéristiques depuis la loi Pacte, hein, depuis 2019 et la mise en place de la loi Pacte. C'est une caractéristique de toute façon obligatoirement proposée par les sociétés d'épargne. Il faut pouvoir proposer un système de désensibilisation, de sécurisation progressive de l'allocation dans le PER. Nous, on l'a même rendu obligatoirement présent, ce système. Ça permet beaucoup de confort hein, pour l'épargnant, évidemment. Ça permet en fait de pouvoir réduire l'exposition des actifs risqués au fil du temps, au fil de l'avancement vers l'horizon final finalement de départ à la retraite, et donc de sécuriser progressivement l'allocation et les gains générés au fil du temps par l'épargne. Donc on regarde évidemment l'âge de départ légal à la retraite et on regarde aussi le profil investisseur. On vous a mis quelques images juste après qui effectivement rendent un petit peu visuelles les choses. Vous voyez donc 3 grands profils de risque, par exemple, dans notre gestion pilotée. Un profil prudent, un profil équilibré et un profil dynamique, hein, grosso modo. Alors, on les appelle différemment, mais c'est ça. Et donc, vous voyez bien que les actifs les plus risqués qui sont représentés en orange par des actions, hein, voilà, qui sont les actifs les plus volatiles sur les marchés financiers cotés, eh bien, diminuent progressivement au fil du temps pour être arbitrés vers des actifs beaucoup plus prudents, des obligations d'État ou d'entreprise qui permettent un niveau d'exposition à la volatilité des marchés qui est beaucoup moins important, donc qui permettent de sécuriser le profit. Voilà pour cette partie-là. Je parlais des frais juste avant, au moment de vous présenter globalement le PER Goodvest. Dans le détail, c'est important de regarder. Effectivement, nous, on se présente comme un acteur transparent et bien plus compétitif que beaucoup d'autres acteurs traditionnels aujourd'hui en France, comme les banques privées classiques du coin de la rue ou même les banques en ligne, par exemple. Notre gestion pilotée, elle coûte 1,5 à 1,7%, grand maximum
par an. Grand maximum, c'est important, ça inclut tous les frais qui peuvent exister dans une gestion pilotée. Et là, vous savez vous savez certainement qu'il y a beaucoup d'opacité sur ces sujets-là, historiquement et traditionnellement en France, mais c'est accompagné par culture. C'est des sujets que vous maîtrisez bien désormais. En tout cas, voilà, des frais de gestion qui nous reviennent à nous, Goodvest, pour notre capacité à gérer l'épargne de nos clients dans le PER à hauteur de 0,9%. Des frais d'enveloppe, un assureur évidemment qui héberge la solution d'épargne retraite, le PER, se rémunère également, 0,4% en l'occurrence ici chez Generali. On peut pas faire moins, hein. Grosso modo, on est vraiment sur le plancher du plancher. On a bien négocié avec Generali. Et puis des frais des fonds qui sont, vous le voyez, extrêmement maîtrisés. Alors ça, c'est des frais qui sont souvent invisibles ou indirects, hein, parce qu'ils sont prélevés sur la performance directement délivrée par les fonds d'investissement, mais ils existent quand même, ils viennent impacter votre performance à vous. 0,4%, pourquoi? Parce qu'en fait, dans notre gestion pilotée, on utilisera exclusivement soit ce qu'on appelle des ETF, hein, vous êtes certainement tous ici connaisseurs de ces fameux trackers, hein, qui permettent de répliquer la performance des marchés financiers de manière indicielle. Et sinon, on peut utiliser évidemment également des fonds actifs comme des SICAV ou des fonds communs de placement, mais uniquement avec des parts des parts institutionnelles ou des parts clean share, des parts propres qui permettent que nous, Goodvest, on ne reçoive jamais aucune rétrocession, ce qui implique aussi en fait, une impartialité de notre part dans la construction de la stratégie d'allocation des portefeuilles de nos clients, essentiel. Donc, ça permet effectivement cette impartialité, ça permet l'indépendance dans la construction de l'allocation et une transparence totale et une totale également compétitivité de la tarification du portefeuille. Pardon, c'était un petit peu long, mais on peut avancer. Sur le PER, effectivement, continuons avec quelques conseils qu'on aime bien donner. Alors, il y en a plein, mais on va s'attacher à 2 ou 3 choses bien spécifiques. D'abord, moi, j'ai toujours envie de faire ça, mais de débunker une idée reçue qui est que l'épargne responsable ne permet pas d'aller chercher de la performance à long terme. On entend quand même souvent ça chez Goodvest, donc je pense que c'est quand même quelque chose d'assez répandu comme idée reçue. Peut-être que c'est le cas aussi chez Culture, mais c'est faux. C'est faux, c'est historiquement faux déjà, hein, puisqu'on le voit par exemple si on prend un indice global sur les marchés actions en Europe, le MSCI Europe, ici en bleu, hein, qui est un petit peu l'équivalent du CAC 40 si vous voulez, mais à l'échelle européenne, les principales capitalisations européennes, et son équivalent ESG leader, c'est-à-dire avec des entreprises avec des critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance, eh bien, on voit que l'indice ESG leader déjà surperforme historiquement l'indice global standard. Donc, déjà, investir historiquement sur des valeurs ESG, ça permet de la surperformance. Et nous, notre conviction la plus profonde, et c'est partagé, je pense, par Culture par ailleurs, c'est que c'est quelque chose qui va s'accentuer dans le temps. Parce qu'évidemment, les enjeux liés à la transition écologique ne vont pas s'arrêter, a priori, hein, ça c'est absolument certain. Et donc, avoir des allocations qui sont les plus en pointe sur ces sujets vont permettre de continuer à surperformer à long terme le marché. Ça, c'était pour la performance, mais on revient un petit peu au PER quand même. Le PER, on parlait tout à l'heure des plafonds. Camille en parlait dans son introduction sur le fonctionnement du PER. Ça, c'est essentiel de bien comprendre ça quand on utilise le PER. Globalement, alors, ça dépend des cas de figure, mais on a tous un plafond qui est d'à peu près 10% de son revenu annuel de l'année précédente. Hein, c'est vrai pour les salariés principalement. Pour les indépendants, les travailleurs non salariés, les chefs d'entreprise, c'est un tout petit peu différent. Il y a un plafond qui est un petit peu rehaussé éventuellement, mais la grande logique, c'est ça. Et l'administration fiscale, dans sa grande bonté, nous permet d'utiliser le plafond de l'année précédente et également, si on n'a pas utilisé le PER depuis longtemps, d'utiliser les plafonds des années N-2, N-3 et N-4. Enfin, du coup, les 3 années précédentes avant l'année N-1. Donc, on peut avoir jusqu'à 4 plafonds en fait, annuels utilisables quand on verse sur un PER. Et ça, c'est important de comprendre déjà l'ordre d'utilisation des plafonds. Parce que c'est pas intuitif et parce qu'on le sait pas tous. Et donc déjà, quand on verse de l'argent sur un PER, il y a le premier plafond qui est obligatoirement utilisé, c'est le plafond de l'année N, en fait, que vous voyez ici. Alors, j'ai mis une petite copie d'écran. C'est le plafond, en fait, qui est la dernière ligne qui s'appelle plafond calculé sur les revenus 2023.
Ça, c'est N ici. Et donc ensuite, une fois qu'on a consommé N, donc par exemple pour le déclarant 1 de cette fiche d'impôt, c'est 4 480 euros, eh bien, si on verse plus que ça vient euh, prendre dans le plafond de l'année N-3, donc par ordre chronologique du plus ancien au plus récent. Et donc ça, c'est hyper important de le savoir parce que quand on veut optimiser au maximum l'utilisation de ces plafonds de versement, bah, en fait, on sait très bien qu'on doit utiliser la totalité de son plafond N, plus après N-3 au minimum, et éventuellement l'année d'après, on fait pareil, N plus N-3, et encore l'année d'après, N plus N-3, ça permet comme ça d'utiliser l'entièreté de ces plafonds, d'optimiser au maximum sa capacité de versement sur un PER, de perdre aucun plafond, et en même temps de lisser un petit peu l'effort de versement sur 3 ans. Donc ça, c'est une règle qui est essentielle à bien comprendre. Et je complète ce que tu dis, Félix, merci beaucoup. C'est que souvent, on a des clients qui disent, ah, mais qu'est-ce qui se passe si je dépasse le plafond? Et donc, bah, si vous déplacez le plafond, c'est pas grave, c'est juste que vous n'avez pas la réduction fiscale qui va avec. Oui, c'est ça. C'est pas le PER qui est plafonné. On peut verser autant d'argent qu'on veut sur le PER, c'est pas le problème. C'est le fait c'est la déduction d'impôt. C'est l'économie d'impôt qui est plafonnée, hein. En France, vous connaissez tous le sujet, hein. Il y a pas de, c'est pas open bar, les économies d'impôt, hein. On a évidemment une administration fiscale qui veille à ce que ce soit plafonné systématiquement. Donc c'est l'économie d'impôt qui est plafonnée et pas le versement. Quand on verse sur un PER au-delà de ses plafonds, comme dit Camille, c'est pas grave. On verse sur un PER, on investit son épargne pour la retraite. Bon, en revanche, on n'a pas en contrepartie la carotte fiscale qui va avec de la déduction. C'est tout. Bon, bah, là, on le voit bien avec ton exemple chiffré, ouais, je t'en prie. Ouais, pardon, un petit exemple chiffré. Très simple, du coup, à comprendre. Alors, comme c'est une déduction d'impôt, on impute cela sur, en fait, le taux ou la tranche marginale d'imposition. Hein, vous en souvenez peut-être, il existe plusieurs tranches marginales d'impôt en France. Celle à 0%, puis après, on passe à 11%, puis 30%, 41, 45 pour les personnes avec les revenus les plus importants, les foyers avec les revenus les plus importants. Donc ici, on a pris un exemple avec un foyer qui serait imposé à 30%. Hein, donc on imagine un revenu imposable 2024 à 50 000 euros. Ça représente une tranche marginale d'impôt à 30%. Si on verse 5 000 euros, 10% de 50 000, c'est le plafond de versement, vous vous souvenez, sur le PER, eh bien, en fait, ça veut dire qu'on vient écrêter ces revenus les plus fortement fiscalisés. On passe de 50 000 euros imposables à 45 000 euros imposables. C'est ça, en fait, déduire. On déduit de son revenu imposable. Et donc, bah, le calcul est simple. Si on écrète 5 000 euros qui sont imposés à 30% normalement, on fait 5 000 fois 30%, ça fait 1 500. Et 1 500 euros, c'est donc l'économie d'impôt qu'on génère. Et donc, après, on peut calculer, faire un autre calcul. Effectivement, l'effort réel d'épargne, il est que, entre guillemets, de 3 500 euros, puisqu'on verse 5 000, mais on reçoit, ou en tout cas, on ne paye pas 1 500 euros d'impôt. Donc voilà la grande logique du fonctionnement du PER. Attention, depuis le début, on parle d'économie d'impôt avec le PER. J'en parle pas beaucoup ici, mais c'est effectivement, il y a une fiscalité avantageuse à l'entrée avec cette économie d'impôt, mais cette fiscalité, elle est restituée à la sortie du PER. Et donc là, il y a beaucoup de leviers d'optimisation, hein, de la sortie du PER. Ça peut faire même juste l'objet d'un webinaire. Donc, laissons le suspense pour la prochaine fois, mais retenez quand même que ce n'est pas une vraie défiscalisation au sens propre du terme. C'est une économie d'impôt, qu'il y a un avantage fiscal à l'entrée qu'on restitue à la sortie, mais qu'il y a des pistes d'optimisation pour ça. Ça permettra de poser la question à votre consultant culture. Merci, Félix. Un petit zoom sur le PER et le quotient. Donc, c'est un mécanisme assez compliqué, mais la beauté de ce système-là, c'est quand vous cumulez ce que vient de vous expliquer Félix, c'est-à-dire un versement PER avec le quotient, ça maximise vraiment le gain du PER. C'est assez bluffant. Euh, le PER, donc là, on vient de le voir. Et qu'est-ce que c'est le quotient? Le système du quotient, en fait, l'administration fiscale permet aux clients qui sont, par exemple, dans la tranche à 30%, s'ils reçoivent une année, l'année en question, donc par exemple là, l'année des revenus 2024, prenons cette année-là,
ou que vous allez déclarer maintenant, là, parce qu'on est en 2025, si vous percevez des revenus qu'on appelle exceptionnels. Donc, exceptionnels, évidemment, ça veut dire que vous les percevez vraiment de manière exceptionnelle, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de régularité qui ne doit pas, qui ne doit pas être. Deuxième point, il y a certains critères qui doivent rentrer aussi dans ces revenus exceptionnels. Donc, vraiment, j'invite à être vigilant là-dessus. Néanmoins, qu'est-ce que ça permet, le régime du quotient, dès que vous percevez des revenus exceptionnels, au lieu de passer une tranche d'imposition, c'est-à-dire dans mon exemple, vous êtes dans la tranche à 30, le fait de percevoir ces revenus exceptionnels vous fait passer dans la tranche à 45%. Qu'est-ce que ça va permettre? Le système du quotient va permettre un lissage. Donc, c'est-à-dire que vous allez être imposé sur ces revenus exceptionnels dans la tranche à 30%, même si vous êtes normalement dans la tranche à 45%. L'administration fiscale permet cette espèce de lissage, c'est-à-dire de rester dans votre tranche marginale d'imposition initiale. Et donc ça, si vous le cumulez avec le PER, c'est assez massif. Donc là, je vais un petit peu vite l'exemple, mais pour faire simple, le moindre euro versé sur votre PER quand vous bénéficiez du système du quotient va permettre d'avoir un avantage fiscal dans votre TMI à 41-45%, dans la TMI où vous seriez supposé être. Mais en fait, vous allez donc bien avoir le gain fiscal sur ça, mais pour autant, vous allez bien rester dans la tranche marginale d'imposition à 30%. Donc vraiment, je vous invite à vraiment à vous poser quand vous faites votre déclaration d'impôt, si vous avez des revenus exceptionnels et que vous faites un versement PER, faites vraiment ce cumul puisqu'il peut vraiment être efficient parce que la progressivité de l'impôt est complètement limitée. On reste dans la tranche à 30%, mais pour autant, on a bien un gain PER sur la tranche à 45 ou 41% si demain ça vous fait passer là-dedans. Je ne l'ai pas dit au début du webinaire, mais on aura évidemment des questions-réponses à la fin si vous avez besoin d'un peu plus approfondir. Les erreurs courantes maintenant, donc on passe au slide sur les erreurs courantes qui peuvent un peu coûter cher. Donc rentrons dans le vif du sujet. Donc on a pas mal de choses. Donc là, on va zoomer que sur certaines erreurs. On a le détachement et les revenus des enfants. Donc ça, on a toujours un peu la question. Donc là, on sort un petit peu de Goodvest, mais là, on a toujours la question de est-ce que je rattache ou est-ce que je détache mon enfant? Parce qu'effectivement, quand vous êtes dans la tranche à 45%, eh bien, si votre enfant perçoit des revenus, bah, les revenus de votre enfant va être imposés à la tranche à 45%. Donc, globalement, pour faire simple, comme l'a dit Félix tout à l'heure, c'est que souvent, bah, là, dans le système, c'est dès que vous êtes dans les tranches très hautes du barème, souvent, la meilleure option, c'est de détacher votre enfant et de lui verser une pension. Donc, ça veut dire les revenus de votre enfant ne sont pas imposés si vous détachez votre enfant et vous avez le droit de lui verser une pension. Attention, parce que j'ai souvent le cas de clients qui disent: Ah, mais je peux verser la pension et la déduire de mes impôts. Alors, oui, vous pouvez déduire la pension de vos impôts que vous versez à vos enfants. En revanche, il faut bien s'assurer qu'il est en dessous d'un certain seuil. Si je peux, c'est pas le seuil de pauvreté, mais c'est un autre seuil qui est établi par le gouvernement là-dessus. Ensuite, il y a finalement tout aussi ce qui peut se permettre sur l'aide au logement si demain vous êtes à l'IFI. Donc voilà, donc il faut vraiment être précautionneux là-dessus pour bien calculer si vous rattachez ou vous détachez votre enfant. Point important, deuxièmement, c'est quand vous avez des enfants qui sont en stage, alternance ou job étudiant, il y a la petite case à cocher pour dire que vous êtes en stage, en alternance ou vous avez des jobs étudiants, puisqu'en effet, vous avez une exonération. Donc, vous voyez pour le contrat d'apprentissage ou gratification de stage, dans la limite de 21 273 euros, vous avez une exonération. Pour les jobs étudiants, c'est 5 318 euros. Donc ça, c'est souvent oublié parce que malheureusement, l'administration fiscale ne reporte pas ces exonérations automatiquement. Donc je reviens un tout petit peu en arrière, mais vous vous souvenez, là, les IFU des banques sur les intérêts et dividendes,
Ça, souvent, ça se met de manière automatique, si je puis dire, dans votre pré-rempli. En revanche, demain, vous avez un enfant qui a un job étudiant, un contrat d'apprentissage. Ça, ce n'est pas reporté automatiquement. Donc attention, vraiment soyez vigilants là-dessus, puisque ça peut représenter quand même des gains d'impôts importants. Troisième point, donc ça c'est pareil, on le voit systématiquement dans chaque campagne fiscale. Souvent, on a des clients qui viennent faire des investissements PER, donc ils utilisent leur plafond, comme l'a dit tout à l'heure Félix. Donc là, dans mon exemple, le 10 000 ou aussi en totalité 41 000 euros. Et souvent, on va utiliser le plafond du conjoint, puisque quand vous êtes marié, vous avez le droit d'utiliser le plafond de votre conjoint. Donc on fait le versement, donc là en l'occurrence 41 000 plus 16 000 dans mon maximum. Sauf que quand je fais ma déclaration d'impôt, si demain vous n'êtes pas accompagné par Culture Patrimoine et que vous oubliez de cocher la case 6 QR, et bien là c'est vraiment dommage parce que du coup vous allez avoir la déduction fiscale que sur votre plafond à vous, que sur les 41 000 euros d'impôt. Donc là, soyez vraiment, vraiment vigilants, c'est-à-dire que demain, si vous souhaitez cumuler les plafonds PER avec votre conjoint, c'est possible. Mais deuxième point, attention à bien cocher la case 10 QR pour maximiser justement cette déduction fiscale, comme vous l'a expliqué Félix sur les plafonds. Et donc ça, comment vous le vérifiez? Troisième point, bah ça, souvent, soit vous regardez tout seul, ou alors il faut vous faire accompagner par des personnes comme Culture Patrimoine pour dire, bon, bah finalement, est-ce que ma déduction fiscale, elle a bien été prise au maximum? Dernier point, je fais un petit zoom sur les comptes à l'étranger. On a vraiment très souvent le cas, et c'est vraiment dans le viseur de l'administration fiscale, puisque c'est de l'argent, pardonnez-moi le terme, mais facile à récupérer. Par chaque compte non déclaré à l'étranger, l'amende est de 1 500 euros par compte par année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, euh, l'administration fiscale peut reprendre l'année en cours et 2 années d'avant, donc 3 années au total, par compte à l'étranger. Donc sur 3 ans, 1 500 euros par compte à l'étranger. Donc ça peut vraiment chiffrer très très vite, sachant que on peut vous mettre des pénalités. Donc là, normalement, on peut vous mettre des pénalités de retard ou des majorations. Dans ce cas-là, elle n'y est pas, mais le 1 500 euros fait assez mal. Donc attention, et j'entends par contre à l'étranger, compte Revolut, le N26, tout ce qui est plateforme crypto, compte Fidelity, etc. Donc attention. Maintenant, on zoome sur les dispositifs méconnus de votre fiscalité. Donc, on va ici s'intéresser à l'apport cession et à l'article 81A du Code général des impôts. Donc ça, c'est vraiment massif. S'il y a deux choses à retenir dans ce webinaire, c'est le PER très efficace, comme vous l'a présenté Félix, et ces dispositifs méconnus qui sont l'apport cession, qu'on va pouvoir voir juste après, et l'article 80A du Code général des impôts. L'apport cession, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, l'apport cession, c'est quand vous avez des titres qui sont en plus-value, donc des titres financiers, mais aussi enfin, des titres financiers. Donc, soit c'est des titres cotés, donc par exemple une action L'Oréal, ou c'est peut être des titres non cotés, comme du private equity. Donc, on a vu que Goodvest allait bientôt se lancer aussi dans le private equity. Mais aujourd'hui, par exemple, vous investissez 100 000 et demain, vos titres sont valorisés 1 million. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, demain, je ne fais pas d'apport-cession, je suis fiscalisée à la flat tax, à mes 30%. Donc, j'irai assez basico-basique. Demain, il y a ce système-là qui s'appelle l'apport-cession qui permet de créer une holding et d'apporter les titres qui sont en plus-value à cette holding-là. Qu'est-ce que vous dit l'administration fiscale? Elle vous dit, bah, si vous supportez le risque encore 3 ans, donc vous apportez les titres, vous mettez votre plus-value en report, si vous supportez le risque pendant encore 3 ans, vous êtes totalement exonéré de votre plus-value. Donc là, dans mon exemple où vos titres sont valorisés 100 000 euros et demain 1 million, donc sur votre plus-value de 900 000 euros, elle sera totalement exonérée parce qu'elle sera mise en report et vous avez supporté le risque pendant 3 ans. Deuxième hypothèse,
Demain, vous ne supportez pas le risque pendant 3 ans. Donc, vous avez bien apporté vos titres à la holding parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de cash. Donc, vous apportez les titres à la holding. La plus-value est mise en report de 900 000 euros. Ici, vous avez une obligation de réinvestissement du prix de cession. Donc, si vous recédez les titres là, qui valorisent 1 million, vous avez une obligation de réinvestir 60% du prix de cession dans les 2 ans dans une activité de business. Et dans une activité de business, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des fonds de private equity. Et donc là, c'est pas n'importe quel fonds de private equity, ce sont des fonds de private equity éligibles à l'article 150 BTR. Et donc, on va voir juste après avec Félix. Mais Félix, avec Goodvest, peut présenter justement des fonds qui sont éligibles. Et donc ça, c'est vraiment très important puisque ça vous permet de stocker de l'argent au niveau de la holding, de maximiser votre fiscalité et en plus de réinvestir ces sommes-là dans des supports à impact, je dirais, social fort et environnemental fort, et d'investir effectivement sur le long terme. Et là, je vais laisser Félix nous présenter le fonds en question qui est éligible à l'apport cession. Merci Camille. Effectivement, nous chez Goodvest, on a vocation à élargir notre gamme d'offres et surtout à faire en sorte qu'elle soit complète hein, en termes d'outils, d'enveloppes d'investissement, de classes d'actifs, pour pouvoir répondre effectivement aux problématiques patrimoniales et financières du plus grand nombre, de tout le monde. Pour le private equity, c'est déjà une offre qui existe chez Goodvest. On a sélectionné des fonds qui, selon nous, sont les meilleurs fonds à impact du marché. Et certains d'entre eux sont effectivement éligibles 150 0 BTR, donc à ce régime d'apport-cession que vient de décrire Camille. Très rapidement, sur les 2 fonds qu'on a référencés de notre côté et qui sont éligibles à ce dispositif, on a d'abord un fonds qui est géré par une société de venture capital qui s'appelle, donc de capital risque, qui s'appelle Ring Capital, qui est probablement le VC le plus en pointe sur les sujets d'investissement à impact et de start-up et scale-up à impact en France. Donc, c'est vraiment des experts du sujet. C'est un fonds de capital développement qui cible spécifiquement des entreprises qui sont innovantes et rentables, c'est important de le souligner, et qui proposent des solutions face aux principaux défis sociaux et environnementaux actuels. Donc, ce fonds Ring Altitude Grosse 2 Entrepreneur, il est vraiment dédié à ces sujets d'impact sociaux et environnementaux. Vous voyez, alors il y a quelques informations clés sur le fonds. Il est bien sûr SFDR 9, labellisé également LuxFlag. Il a une taille cible qui est assez petite, 30 millions d'euros, c'est très petit pour un fonds de VC, mais la réalité, c'est qu'il est adossé à un autre fonds chez Ring, qui lui fait 200 millions d'euros. Donc le fonds est quand même au global beaucoup plus large que cela. Et donc voilà, je vous parlais de la philosophie d'investissement, donc ça vous avez bien compris. Quelques mots après sur le track record de l'équipe de gestion, parce que Ring c'est aussi une équipe de gestion avec un track record extrêmement solide. On a Geoffroy Bragadir et Nicolas Sellier qui sont deux personnes très expérimentées, je vais dire de vieux loups de mer du monde de l'investissement à impact. Ils sont vraiment très, très, très reconnus. Effectivement, ils ont un track record assez impressionnant, quelques faits de guerre pour Geoffroy, par exemple, Empruntis x23 sur cet investissement, meilleur agent x12, etc. Donc, c'est vraiment des gérants expérimentés. Et on a donc ça, c'est un deuxième millésime, un Ring Altitude Grosse 2. Le premier millésime avait vraiment très, très bien fonctionné. Il y avait eu de la création de valeur pour les investisseurs. Il avait été valorisé fois 1,5 sur une durée moyenne de 3 ans et 7 mois. Donc il y a vraiment de la création de valeur possible avec ce type de fonds d'investissement. Quelques exemples d'entreprises qui s'y trouvent pour rendre un petit peu concret l'investissement. Là, on a par exemple des investissements. On a déjà 2 investissements dans ce fonds. Alors, celui-ci, il clôture quand même. Il n'est pas disponible en permanence. Il clôture fin juin 2025. Donc, si vous avez un intérêt pour cela, on peut en parler hyper facilement et il faut le faire assez rapidement parce qu'on est déjà en avril. Mais donc voilà, 2 exemples. Investissement dans une société qui s'appelle Caros, qui fait du covoiturage courte distance. Et également Enerdigit, alors qui fait de l'effacement électrique. Ça, c'est
C'est quelque chose qu'on a un petit peu découvert récemment avec cet exemple-là. L'effacement électrique, c'est hyper intéressant. Ça s'adresse aux acteurs industriels. Ça permet en gros d'éviter les blackouts électriques. On a quand même des enjeux parfois de saturation du système et des capacités du système électrique en France. Et donc, Enerdigit vraiment a créé des innovations majeures sur ça, qui permet de réguler le niveau de consommation électrique des acteurs industriels et d'éviter justement les blackouts globaux sur cette région. Donc, voilà, des entreprises, je pense, qui ont un avenir extrêmement important. Deuxième exemple, avec un fonds Mirova. Mirova, peut-être plus connu que Ring Capital, un des acteurs, sinon l'acteur de la gestion d'actifs le plus en pointe sur les sujets d'impact historiquement en France, avec cette fois-ci un fonds de capital accélération, plus tellement de capital développement, de capital accélération à impact, alors qui va se focaliser sur des sujets peut-être un peu plus sociaux qu'environnementaux, puisque là, on va traiter de sujets comme le bien-être, la santé, la connaissance et le savoir, la consommation, les modes de vie responsables, et aussi la diversité et l'inclusion. Donc un fonds avec une dimension impact peut-être plus sociale qu'environnementale, mais bien sûr extrêmement complémentaire. C'est des thématiques qui sont complètement liées. Lui aussi, SFDR 9, bien entendu. Une taille cible pour ce fonds qui est plus importante, 200 millions d'euros. Et ici, voilà, le fonds va viser des entreprises spécifiquement en forte croissance, pas nécessairement rentables. C'est important de le souligner, contrairement au fonds Ring dont on a parlé juste avant. Quelques exemples. Ah non, d'abord le track record, c'est vrai. Le track record de l'équipe de gestion. Alors, effectivement, Mirova, c'est une société qui est reconnue peut-être d'abord et avant tout sur l'investissement coté, historiquement, mais ils font aussi du non-coté depuis pas mal de temps, quelques faits d'armes de leur côté avec des investissements dans des sociétés comme Phoenix, Vinted, Too Good To Go, qui sont des réussites entrepreneuriales exceptionnelles en France et en Europe, et donc qui leur permet un track record, un historique de performance qui est vraiment important. On cible avec ce fonds un TRI net de 10% par an. Donc voilà, pas forcément ce qui est le plus impressionnant dans le monde du private equity, mais en tout cas avec une thématique et un impact tout à fait important. Et donc, les exemples, effectivement, d'entreprises, on a ici noté Neo Silver et Ergo Santé. Donc, vous voyez qu'ils sont des solutions qui s'adressent plutôt sur des thématiques différentes, thématiques de la gestion, entre guillemets, de nos seniors, qui est évidemment au cœur de nos sujets sociaux et sociétaux depuis pas mal de temps, et puis qui a été remis sur le devant de la scène depuis quelques années avec quelques affaires que vous connaissez, et Ergo Santé. Qui est un projet effectivement d'investissement tout à fait intéressant et qui permet d'adresser le sujet de la santé, du bien-être au travail, etc. Tout à fait. Et donc, pour compléter ce que dit Félix, donc ça, c'est la situation dans laquelle vous voulez investir dans un fonds à impact et que vous voulez maximiser votre fiscalité grâce à l'apport cession. Donc, si demain vous êtes concerné par des titres en plus-value ou cession d'entreprise, etc., et que vous voulez avoir de l'impact, ça répond exactement à ce besoin-là. Exactement. Pour terminer, un zoom sur un article qui est méconnu. Quand vous avez donc, qui est l'article 81A du Code général des impôts, c'est lorsque vous êtes résident fiscal français, que vous partez à l'étranger dans le cadre de votre contrat de travail et que vous avez une fonction commerciale. Très important, la fonction commerciale. Et que votre employeur est établi en France, en Union européenne ou dans le l'EE, donc Norvège, Liechtenstein, et encore le Royaume-Uni, même s'ils sont sortis à cause du Brexit. Vous avez le droit, ce qu'on appelle, à une exonération d'impôts sur les jours passés à l'étranger. Pourquoi l'administration fiscale permet ça? C'est qu'en fait, souvent, on a des contribuables hein, qui partent à l'étranger dans le cadre de développer soit l'international ou de développer le business. Eh bien, pour les récompenser, pour, je dirais,
pour améliorer je dirais, l'économie au global, l'administration fiscale permet, dans ce cadre-là très précis, évidemment, hein, toujours pareil, hein, il faut bien respecter les critères, d'exonérer totalement l'impôt. Donc, dans ma partie de gauche, vous voyez, il y a une exonération totale du salaire perçu à l'étranger. Si, voilà, donc il y a la mission à l'étranger pendant 183 jours sur 12 mois, ou alors qui est justement de 120 jours sur 12 mois. Donc là, elle, c'est celle-ci dont je vous parle. Donc demain, vous passez plus de 120 jours sur 12 mois dans le cadre d'une prospection commerciale. Vous avez le droit d'être totalement exonéré sur les jours passés à l'étranger pro rata. Donc ça, c'est vraiment massif en termes d'exonération. Deuxième exonération, qui là est une exonération partielle, donc là, qu'on retrouve aussi la plupart du temps. Donc dans mon slide de gauche, le 120 jours est très souvent utilisé. Et dans la partie de droite, l'exonération partielle, ici, c'est ce qu'on appelle une exonération partielle sur les primes ou suppléments de rémunération. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre séjour est dans l'intérêt exclusif de l'employeur, donc c'est-à-dire que c'est votre boîte qui vous envoie à l'étranger, que votre séjour dure plus de 24 heures à l'étranger, vous allez avoir ce qu'on appelle un forfait justement, je dirais, délimité dans ce cadre-là par votre entreprise. Eh bien, ce forfait-là est appelé supplément de rémunération et donc vous avez le droit de l'exonérer de l'impôt. Donc attention, là, il y a un petit plafond. Ça peut être, c'est plafonné jusqu'à 40% de votre salaire de base. Donc ça, c'est vraiment aussi massif en termes d'exonération fiscale. Et donc, on a souvent des clients chez Culture Patrimoine qui viennent nous voir et puis souvent des cadres supérieurs qui voyagent beaucoup. Et donc, souvent, on réalise leur déclaration fiscale avec cette exonération partielle ou totale. Et du coup, ça représente quand même un gain assez significatif. Et si vous me posez la question de «Ah, je ne l'ai jamais fait, Camille, du coup, est-ce que je peux le faire des rectificatives?» La réponse est oui. Je l'ai fait pour une cliente et elle a récupéré 90 000 euros d'impôts. Donc ça, c'est vraiment très efficace. Et par contre, attention, il faut bien être accompagné puisqu'il faut bien avoir les justificatifs, répondre aux critères. C'est la fin de ce webinaire, il est 8h39, donc on a tenu le timing. Très important pour Goodvest et Culture Patrimoine, c'est que vous nous donniez votre avis, donc votre feedback. Donc je vous laisse une petite minute pour scanner le QR code et répondre à notre feedback form. Et après, nous allons passer aux questions-réponses. Vous allez pouvoir enlever vos micros. Je vous laisse quelques minutes pour scanner le QR code. Ah oui, effectivement, il y a deux questions par ailleurs déjà dans le chat. Donc, je ne sais pas si tu veux regarder, Camille, Ouais. parce qu'il y a une question de Louis sur le report des réductions d'impôts. Est-ce que c'est automatique? Et si oui, comment faire? Donc, tu vas peut-être pouvoir regarder ce point. Ouais. Donc, réduction d'impôt, je note. Et après, une autre question sur, je pense, les comptes à l'étranger. Ouais. Je laisse encore quelques petites secondes et puis après, on va passer aux questions-réponses. N'hésitez pas à débrancher votre micro. Ça peut rendre le webinaire un petit peu plus interactif maintenant qu'on vous a parlé pendant presque une heure. Sur la question du report d'impôt, c'est bien réduction d'impôt, hein, c'est pas report d'impôt dans le cadre de l'apport cession. La question de Louis, précisément, c'était: doit-on déclarer les reports de réduction d'impôts ou c'est automatique? La réponse est oui, c'est automatique. Voilà.
Je me permets de préciser parce que j'ai pas été peut-être très claire sur tout ce qui est réduction et crédit d'impôt. La réduction d'impôt vient en déduction de l'impôt calculé. D'accord? Donc ça vient bien s'imputer sur l'impôt. Avant imputation d'éventuels crédits d'impôt. D'accord? Euh, et le crédit d'impôt peut également lui aussi déduire l'impôt calculé. D'accord? Et contrairement à la réduction d'impôt, si le crédit d'impôt est supérieur au montant de l'impôt, le surplus donne lieu à un remboursement par votre SIP. D'accord? Donc là où, quand on parlait de remboursement, attention, la réduction d'impôt, elle ne donne pas droit à un remboursement, c'est-à-dire le surplus ne peut pas être remboursé. Donc je m'explique, demain vous faites des dons pour 100 000 € et vous avez 10 000 € d'impôt, bah, vous ne pouvez pas déduire, vous ne pouvez pas avoir cette réduction d'impôt qui va se reporter pendant 5 ans. D'accord? Donc on est plafonné au montant d'impôt. En revanche, crédit d'impôt, là, effectivement, c'est reportable et ça se met automatiquement et c'est bien sur la dernière page de votre avis d'imposition. Euh, on passe à vos questions. Donc, du coup, là, je viens de répondre à la réduction d'impôt. Et sur les comptes à l'étranger, Félix, si tu peux me redire, et puis après, je te laisserai peut-être annoncer le code. Question de Flansade sur ça. Bonjour, si le compte a été fermé plus de 3 ans avant, aucune amende ne s'appliquera en cas de non-déclaration. Point d'interrogation. Alors, ouais, très bonne question. Euh, Sur les comptes à l'étranger, l'administration fiscale, effectivement, peut vous reprendre sur l'année en cours et les 2 dernières années. Donc, s'il a été clôturé les années d'avant, normalement, pas de souci, vous êtes en dessous des radars. Néanmoins, petit bémol, l'administration fiscale, en cas de fraude, peut revenir 10 ans en arrière. Donc, il y a quand même ce délai-là. Donc, il y a même, donc là, je vous ai dit, il y a 3 ans, c'est le délai standard, 6 ans et 10 ans s'il y a fraude. Donc, attention quand même, il y a toujours possibilité pour l'administration fiscale de dire, ah, vous m'aviez caché ce compte. Voilà. Et donc, évidemment, si la fraude est avérée, là, ils vous demanderont de payer et ça relève peut-être de d'autres critères. Mais il y a quand même ce délai de 6 et 10 ans qu'il faut avoir en tête. Donc, normalement, pas d'inquiétude. Si c'est simplement un compte fermé à l'étranger, et je dirais un simple oubli. Si c'est dans d'autres cas un peu plus spécifiques, l'administration fiscale peut revenir 6 à 10 ans en arrière. Intéressant ça. Frédéric a une question aussi. Quel délai pour revenir sur l'exonération des salaires primes perçus à l'étranger? C'est les 2 ans, c'est l'année en cours et les 2 ans en arrière, donc sur 3 ans, pour répondre à votre question. Et je me permets de préciser ça. C'est important de bien voir si vous respectez les conditions, premièrement. Et deuxièmement, c'est si vous allez récupérer de l'impôt, donc comme mon cas client là où on allait récupérer de l'impôt, ça ouvre un petit peu aussi la boîte de Pandore. Ça veut dire que demain, vous passez au-dessus des radars et que vous êtes un peu plus regardé par l'administration fiscale et vous pouvez plus facilement avoir un contrôle fiscal dans les 2, 3, 10 prochaines années à venir. C'est vraiment pas automatique. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui déclenche un contrôle fiscal, mais néanmoins, on apporte un point de vigilance sur le fait d'être bien accompagné quand vous allez réclamer de l'impôt. Et deuxièmement, euh, voilà, d'être conscient que vous pouvez repasser au-dessus des radars sur l'administration fiscale. Félix, peut-être que je te donne la parole là, pour le code, si tu veux parler. Absolument, on n'en a pas parlé au début. C'est un bon point de revenir dessus maintenant. Il y a un code secret expert. Ah, c'est secret d'expert, donc il faudra le modifier. Alors, Oh, Marois, peut-être que tu peux le partager dans le chat, et puisqu'il y a une petite faute de frappe, mais rien de grave. En tout cas, ce code, il vous permet effectivement de bénéficier de 3 mois de frais de gestion offerts dans le cadre d'un PER et ou d'un contrat d'assurance vie chez Goodvest. Et donc voilà, ça vous permet d'avoir ce petit incentive supplémentaire. On a déjà beaucoup de transparence et des frais qui sont compétitifs, mais en plus de ça, voilà, on vous permet d'avoir un trimestre complet de frais de gestion offerts. comme ça, Marois, secret d'expert. Exactement. Ok.
Donc n'oubliez pas le petit dé, c'est une boutade. Hop. Est-ce que vous avez d'autres questions, messieurs, dames? Nous, on a souvent une question, je prends la parole parce qu'on a souvent une question sur les PER. Là, on a souvent la question de est-ce que c'est efficace de verser sur un PER quand je suis dans la tranche à 30%, puisque comme l'a dit Félix, après, je suis un peu retaxée à ma sortie. La réponse est oui, c'est intéressant, puisque premièrement, aujourd'hui, les caisses de retraite sont quand même dans le rouge et donc il faut maximiser, je dirais, les enveloppes qui permettent d'avoir une retraite par capitalisation, comme le PER, comme l'a expliqué Félix. Et deuxième point, euh, quand bien même vous versez, que vous êtes dans la tranche à 30% et que vous repayez une fiscalité à la sortie, vous avez quand même un gain capitalisé sur plusieurs années, donc sur 15, 20 ans, qui capitalise pendant tout ce temps-là. Donc même si demain vous repayez à la sortie, il y a quand même ce gain qui a été maximisé et que vous auriez jamais eu si vous n'aviez pas fait ce PER-là. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête aussi là-dessus. Deuxième point, j'ai aussi des cas sur le PER. Et on me dit souvent, oui, mais le PER, c'est bloqué, Camille, du coup, comment je fais? Ben, oui, oui, c'est bloqué. Néanmoins, on a souvent parfois je dirais, des clients qui n'ont pas encore acheté leur résidence principale ou qui l'ont acheté, qui sont repassés locataires pour X ou Y raison. Le PER, quand vous êtes locataire pendant une période de 2 ans, vous permet de débloquer le PER par anticipation. Donc, vous n'êtes pas obligé d'attendre la retraite pour ça. Donc, vraiment, ça, c'est assez intéressant et c'est assez méconnu. Donc, je me permets de le préciser. C'est des cas anticipés pour des jolis projets. Ouais, exactement. Et du coup, effectivement, c'est un sujet passionnant, la sortie du PER. Tu as entièrement raison sur l'effet capitalisation. Hein, on capitalise pendant longtemps, donc c'est un petit peu l'effet boule de neige pour le capital, et donc on n'a pas forcément de mal à restituer l'avantage fiscal qu'on a pris à l'entrée au moment de la sortie. Surtout si en fait cet avantage fiscal, peut-être plutôt que de le consommer en quelque sorte, eh ben, on le sanctuarise sur une autre enveloppe d'investissement. Par exemple, nous, on recommande souvent de jumeler le PER à un contrat d'assurance vie. Et Ouais, l'économie d'impôt qu'on génère, on la verse sur le contrat d'assurance vie. On a un double effet capitalisation PER et contrat d'assurance vie. Et cette économie d'impôt, on la capitalise également. Hein. Donc, on profite des intérêts composés qui sont très, très importants à long terme pour faire fructifier l'économie d'impôt qu'on génère. Et au moment de la sortie, par ailleurs, on peut sortir de manière progressive. C'est un des énormes avantages de la loi Pacte, c'est la sortie en capital fractionné. Et donc, en fractionnant sa sortie en capital, on peut sortir voilà, quelques milliers d'euros par-ci, puis 1 an ou 2 ans après, quelques milliers d'euros par-là. Voilà. Et donc, on maîtrise en fait l'impact qu'on a sur sa tranche marginale d'impôt et on ne se met pas en position aussi d'être fortement fiscalisé au moment de la sortie. Et puis, par ailleurs, le PER, ça peut être aussi un outil de transmission mhm, hyper tout à fait. important. Comme c'est une enveloppe assurantielle, bien souvent. Alors, le PER Goodvest, c'est un PER assurantiel, c'est pas un PER bancaire, il en existe également. Mais c'est aussi un dispositif qui permet effectivement de se projeter à protéger ses proches, en fait. En cas de décès avant 70 ans, ben, on a les mêmes avantages que l'assurance vie en termes d'abattement, 152 500 euros qui sortent de toute fiscalité pour les bénéficiaires qui sont désignés dans le PER, un petit peu moins avantageux après 70 ans. Mais quoi qu'il arrive, si on projette cet outil comme un outil de transmission, l'avantage fiscal qu'on a perçu à l'entrée, tout à l'heure, on vous parlait d'économie d'impôt. Attention, ce n'est pas une défiscalisation. Ben là, se transforme en véritable défiscalisation. Mm. Le bénéficiaire ne restitue pas l'avantage fiscal dont on a bénéficié à l'entrée. Donc, plein de possibilités en termes d'optimisation de la sortie, en termes de fiscalité, en termes de protection de ses proches. C'est un outil extrêmement puissant pour la protection du conjoint survivant, le PER. Bref, plein de sujets passionnants, mais ça, on peut en parler spécifiquement. Merci Félix. Et pour conclure sur ce webinaire,
Combien ça coûte de venir chez Goodvest ou chez Culture Patrimoine? Je vais laisser la parole à Félix pour Goodvest. Culture Patrimoine, pour nous, le premier rendez-vous, c'est un rendez-vous qui est vraiment découverte, donc qui n'est pas facturé, et ça permet de bien comprendre votre problématique. Voilà. Est-ce que c'est juste un placement pur et simple, et donc on peut voilà, vous adresser vers des personnes comme Félix, ou alors est-ce qu'il y a une stratégie vraiment moyen-long terme à construire ensemble, et donc et des choses à aller chercher en termes de placement ou en termes de conseils tout simplement stratégiques. Aujourd'hui, Culture Patrimoine, je dirais, on a vraiment à cœur d'apporter de la sérénité sur nos clients. On a beaucoup de clients qui viennent nous voir lors d'un premier rendez-vous découverte et après ça mature un peu et après ils reviennent et on s'occupe d'eux. Et pour faire assez simple, il y a un premier volet, je dirais, construction de la stratégie. Premier volet, qui est le conseil. Et on a un deuxième volet qui est la stratégie d'investissement. Et donc là, effectivement, on se met en partenariat avec des personnes comme Goodvest. Par exemple, si j'ai un client qui veut avoir vraiment de l'impact dans son patrimoine, avoir et tout autant avoir de la rentabilité, mais vraiment avoir de l'impact, surtout dans la conjoncture actuelle, eh bien, on va l'orienter vers Goodvest et on travaille tous ensemble main dans la main pour que vous soyez le plus serein possible sur tout ça. Félix, si tu veux peut-être dire un petit mot sur la fin aussi. Oui, et pour Goodvest, alors nous, on est principalement quand même constructeurs de solutions d'épargne et d'investissement et distributeurs de ces solutions. Donc, on se rémunère sur bien la distribution et des frais de gestion, hein. Vous avez vu tout à l'heure dans le détail des frais qui sont appliqués. Une partie de ces frais nous reviennent à nous. Et donc, c'est notre seule et unique source de rémunération, hein. L'accompagnement qui va avec par des conseillers financiers experts sur les produits proposés chez Goodvest n'est pas surfacturé ou n'est pas payant. L'ensemble des Mm. outils, on est une entreprise euh, extrêmement innovante chez Goodvest et on développe des outils de suivi de vos investissements qui sont hyper technologiques, ludiques et très précis voilà, pour piloter ou suivre en tout cas l'évolution à la fois financière et extra-financière de vos investissements. Tout ça ne supporte aucun coût. Voilà, c'est simplement, bien sûr, les frais de gestion qui rémunèrent la gestion des stratégies d'allocation construites par Goodvest qui s'appliquent. Écoutez, merci beaucoup à tous. Et puis, ça va être la fin de ce webinaire-là. Merci pour d'avoir été matinal. Et puis, à très bientôt. Au revoir. Bonne journée tout le monde.